Ce dont je lis, c'est vraiment de l'importance des littératies numériques pour tous, et notamment pour les apprenants d'une langue étrangère ou seconde. Et ce que j'espère arriver à faire, c'est de vous convaincre que nous devons peut-être repenser la façon dont nous concevons l'apprentissage d'une langue et de nouveaux environnements d'apprentissage. Et par environnement d'apprentissage, je parle ici, je veux dire un système ouvert qui comprend des éléments qui interagissent entre eux, comme enseignants et étudiants et apprenants, mais également les technologies qu'on utilise, les ressources, les scénarios d'apprentissage, etc. Mais avant de commencer, je voudrais juste vous parler d'un épisode. Je pense que tous nous souvenons de l'endroit où nous étions le 13 novembre 2015. Et alors que se déroulait et que le monde entier suivait les événements au Bataclan, à Paris et ailleurs, de nombreux tweets et les réseaux sociaux diffusaient des images, des textes, etc. Et dans la première image que vous voyez ici, on voit un Français, visiblement d'après le nom, qui retweetait un tweet, The Power of One, the hour, photo inside the Bataclan before the shooting. Mais cette photo-là n'a jamais été prise au Bataclan. Elle avait en fait été prise ici, à Dublin, le lundi d'avant, par le groupe Eagles of Death Metal, au théâtre l'Olympia, où il donnait le même concert que celui qu'il devait donner au Bataclan le vendredi suivant. Cette image a été virale, elle a fait le tour du monde entier, mais n'avait rien à voir avec le Bataclan. Plus récemment, une vidéo de Channel 4 News est devenue également virale, d'abord en Espagne. Vous la voyez ici à gauche. Et cet auteur cet internaute expliquait que cette vidéo représentait des réfugiés musulmans en France en train de détruire la France, etc. Cette vidéo a été reprise de nombreuses fois dans des pays très différents, aux États-Unis, en Tchécoslovaquie, je crois aussi, en France. Mais en fait, cette vidéo n'a rien à voir avec les réfugiés musulmans. C'est bien une vidéo de Channel 4 News. Ça a bien été pris à Paris, en France, mais non pas en août 2018, mais en janvier 2016. Et il s'agissait d'une manifestation des chauffeurs de taxi parisiens qui protestaient contre Uber, etc. Ce genre de pratique sur Internet augmente de plus en plus et pose un certain nombre de problèmes. Dans le premier cas, la photo du théâtre de l'Olympia prise pour le Bataclan n'a peut-être pas de conséquences dramatiques, mais celle-ci, par exemple, diffuser une vidéo pour faire une propagande anti-immigration, ça a un côté très sinistre, comme on dit ici en anglais. Et il est donc vraiment important que nous tous les citoyens du monde, et les citoyens européens en particulier, développent des compétences ou des littératies numériques qui vont nous permettre de naviguer l'information, les flux d'informations sur Internet et ailleurs, mais aussi de savoir ce que nous diffusons, ce que nous créons et l'impact que cela peut avoir sur la société et ailleurs. Non. Donc, dans ma présentation, je l'ai divisée en 3 parties essentielles. Je vais d'abord définir les compétences et littératies numériques telles qu'elles sont définies et proposées par la Commission européenne, et notamment, alors je ne sais pas si vous êtes si tout le monde est bien au courant de ce référentiel européen DICOM for Citizens. Et donc, j'en parler un petit peu, et ensuite, j'essaierai de relier ça à des modèles qui sont plus ancrés dans linguistique appliquée et qui peuvent être utilisés pour l'enseignement et l'apprentissage des langues.
Et enfin, dans la troisième partie, je vous parlerai d'un projet irlandais qui a été réalisé par 6 établissements d'enseignement supérieur dans toute l'Irlande pour justement proposer des activités, des ressources et des pistes pour créer des environnements d'apprentissage qui intègrent les littératies numériques dans les programmes de langue. Donc, je vais commencer par les compétences et littératie numérique. Alors, quand on regarde la littérature, surtout dans tous les rapports européens et dans tout ce qui en dehors de la linguistique appliquée, je dirais, compétences et littératie numérique, les deux termes sont utilisés de façon un petit peu interchangeable. Mais là, je pense dans ce dont je vais parler aujourd'hui, il est clair que quel que soit le cas auquel on se réfère, il ne s'agit pas de savoir manipuler l'outil. Hein, c'est beaucoup plus que ça, et on parle ici plutôt de pratiques individuelles ou sociales qui utilisent les outils numériques. Alors, le référentiel européen pour les compétences numériques des citoyens, DICOM for Citizens en anglais, malheureusement n'a pas encore été traduit je ne sais pas s'il a même été traduit du tout, on le trouve surtout en anglais. Alors, il y a quelques passages, il y a quelques aspects, quelques documents qui ont été traduits. Donc, j'espère que vous me pardonnerez si mes traductions sont un petit peu approximatives. Et ce référentiel européen a identifié 5 domaines. Alors, le premier, information et littératie d'information et données. Je ne sais pas très bien comment on peut traduire ça en français. Communication et collaboration, création de contenu numérique, sécurité et protection et résolution de problèmes. Et ces 5 domaines regroupent 21 compétences qui sont ici représentées de façon iconique. Et voici un peu ici le détail de ces compétences pour chaque domaine. Alors, on va pas parler de tout, mais en fait, Information and Data Literacy, on regroupe 3 grandes compétences. Alors, mener des recherches d'informations et filtrer les données, l'information et le contenu numérique, évaluer cette information et ces données que l'on a trouvées, et aussi les gérer. Un autre exemple, qui, je pense, beaucoup d'entre nous s'attachons à créer des contenus numériques. Alors, développement de contenus numériques, intégration et transformation de contenu numérique. Alors là, je pense on fait référence ici à tout ce qui est mashup, remix, redesign, etc. Une maîtrise de tous les droits d'auteur et des licences de réutilisation, et puis l'aspect de programmation, utilisation du code informatique, etc. Je vous laisse quelques secondes pour regarder ces différentes compétences. Mais les équipes qui ont travaillé sur ce référentiel ne s'est pas arrêtées là. Le référentiel DICOM for Citizens est aussi accompagné d'un cadre d'évaluation des compétences numériques. Et ce cadre d'évaluation, il reprend un petit peu, je pense, l'état d'esprit du cadre européen de référence pour les langues, CFA, comme on dit ici en anglais. Et il y a donc 8 niveaux, hein, et nouveaux arrivants, foundation, hein, le niveau de base, intermédiaire, avancé et expert. Et il y a en fait 2 sous-niveaux par niveau. Donc, ça fait un petit peu penser au A1, A2, B1, B2, etc. Il est aussi décliné en il y a 3 concepts que vous trouvez ici. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à bien le lire. Alors, complexité des tâches, le degré d'autonomie de l'utilisateur, du citoyen, et le domaine cognitif. Donc, tout à fait en bas de l'échelle, l'utilisateur est censé pouvoir
accomplir des tâches utilisant les outils numériques, bien sûr, simples, avec un soutien et de l'aide de quelqu'un de plus expert. Et au niveau cognitif, ce qu'on lui demande surtout, c'est de se souvenir des routines, des procédures à suivre, etc. Et ça va, leur métaphore, c'est swimming in the digital ocean. Et donc, on se déplace comme ça. Et pour arriver jusqu'au niveau le plus avancé, le niveau vraiment expert, où là, l'utilisateur est capable de résoudre des, des problèmes complexes qui comprennent de nombreux facteurs qui interagissent entre eux. Non seulement cet utilisateur peut résoudre ces problèmes de manière autonome, mais il peut aussi, bien sûr, aider, s'adapter à d'autres et les aider, et aussi, surtout, proposer de nouvelles idées et des nouveaux processus dans le domaine. Et au niveau cognitif, au début, on va mémoriser, on va ensuite comprendre, appliquer, évaluer et créer. Alors, ces différentes étapes ou ces différents niveaux du domaine cognitif me font penser beaucoup à la taxonomie de Bloom. Et j'ai quelques problèmes avec ce genre d'échelle. Et ça donne quand même l'impression que le référentiel européen, enfin d'évaluation en tout cas, est quand même basé sur ce qui se passe à l'intérieur de la tête des utilisateurs. C'est vraiment une dimension individuelle, cognitive, psychologique. Et il manque un petit peu, je pense, l'aspect social qui, maintenant, au niveau des littératies, est vraiment fondamental. Alors, je sais que les Français ont développé un système pour évaluer ou proposer une auto-évaluation de ces compétences, mais je n'ai pas essayé et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà essayé. Ça serait intéressant de savoir ce que vous en pensez. Donc, si le référentiel d'Ecom for Citizens est accompagné d'un cadre d'évaluation, il est aussi accompagné d'un référentiel qui a été développé plus précisément pour les éducateurs. Et il s'appelle DICOMP Edu. C'est donc le cadre européen pour les compétences numériques des éducateurs. Les éducateurs, enfin ce cadre s'adresse en fait à tous les éducateurs, quel que soit leur secteur. Ils peuvent travailler dans la petite enfance jusqu'à l'éducation des adultes, en passant par l'enseignement général ou professionnel, vocationnel, etc. Et je pense que l'idée, c'est que, et ça je pense que nombre d'entre nous sont confrontés à ce genre de problème tous les jours. De plus en plus, on nous demande de former nos apprenants à ces littératies numériques, ces compétences numériques. Et donc, mais afin d'aider leurs apprenants à développer ces compétences, les éducateurs doivent aussi développer leurs propres compétences. Et donc, ce matin, tout à l'heure, on a entendu parler de TPACK, et j'étais un petit peu étonnée quand j'ai découvert DICOMP Edu. En fait, il n'en est pas du tout, il n'est pas du tout fait référence à TPACK. Ce référentiel est vraiment centré sur les compétences numériques des éducateurs dans leur pratique professionnelle. Et il comprend 6 domaines. Alors, on a le premier, Professional Engagement, c'est tout ce qui concerne en fait la formation continue, l'environnement et l'engagement professionnel des éducateurs. Le deuxième grand domaine concerne l'approvisionnement, la création et le partage des ressources numériques. Quant au troisième, c'est tout ce qui concerne la gestion et l'orchestration de toutes ces ressources et de ces contenus numériques dans l'enseignement et l'apprentissage. Donc là, vous avez teaching, guidance, collaborative learning, self-regulated learning, etc. Le quatrième domaine concerne tout ce qui concerne, enfin, ça concerne l'évaluation et les outils et les stratégies que l'on peut utiliser pour améliorer l'évaluation en utilisant des outils numériques.
Cinquièmement, empowering learners. Alors, j'ai vu en français, ça a été beaucoup traduit par tout ce qui est autonomisation des apprenants, hein, donc accessibilité et inclusion, différenciation et personnalisation, et surtout permettre aux apprenants de vraiment skier dans leur expérience d'apprentissage. Et enfin, le sixième, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est comment faciliter ou la capacité des éducateurs à faciliter le développement des compétences numériques des apprenants. Et là, on retrouve un petit peu les compétences ou les domaines de DICOMP for Citizens, information et médias literacy, communication et collaboration numérique, création de contenu numérique, utilisation responsable ici, et puis tout ce qui concerne la résolution de problèmes. Et là aussi, comme le curseur est un peu difficile à manier dans cette application, donc je crois que je vais l'arrêter, voilà. Là aussi, ils se sont inspirés du CFA pour proposer une échelle, un cadre d'évaluation. Mais au lieu de parler vraiment de niveau de compétence, ils ont essayé, je crois, d'écrire un petit peu en fonction du type de rôle que pouvait prendre l'éducateur en rapport avec les compétences. Ça part des nouveaux arrivants, niveau A1, qui ont très peu de contact jusqu'à présent avec les outils numériques et qui ont besoin d'être formés, de conseils, de guidance, de formateurs, par exemple, pour élargir leur répertoire. Et ça va jusqu'aux explorateurs, les intégrateurs au niveau B1, les experts au niveau B2, et puis les leaders et les pionniers qui, eux, commencent à créer de nouvelles utilisations, de nouveaux concepts et à inspirer leurs collègues. Mais tout ça, ça demeure très très générique et tous les documents qui ont été produits autour de DICOMP, tous ces référentiels, parce qu'il y a aussi DICOMP pour les consommateurs, etc. Donc il y a énormément de choses et si vous n'avez pas consulté ces documents, je vous conseille de regarder parce que c'est quand même assez intéressant, même si je pense que ça ne va peut-être pas assez loin pour nous. Mais vous aurez noté que nulle part, dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on ne fait mention de la langue. Et pourtant, la langue, le langage, qu'il soit verbal ou non verbal, c'est quand même au cœur, à mon avis, du concept de littératie. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment traduire literacy en français, parce qu'on trouve souvent alphabétisation, être analphabète, etc. Et il y a que très récemment, je crois que le mot littératie apparaît dans la littérature. Mais je voudrais juste faire un petit retour très rapide dans l'évolution du concept de littératie en linguistique appliquée. Depuis le début des années 80, en fait, on est passé d'une conception, d'une représentation de la littératie qui était très basique. En gros, c'était savoir lire et écrire. Et savoir lire et écrire qui était imprimé. Mais au début des années 80, on a assisté à ce qu'on appelle, en anglais c'est le social turn, mais en français je pense qu'on pourrait dire peut-être le virage social. Et là, je peux vous citer quelques auteurs comme Belshaw, Barton, Hamilton, etc. C'était vraiment ce qu'on appelait les New Literacy Studies. Et là, au lieu de se concentrer principalement sur les individus, sur l'individu, sur ce qui se passe dans la tête d'un individu, on se concentre beaucoup plus sur les interactions sociales. Et donc, on passe d'une approche cognitive, psycholinguiste ou psychologique à une approche beaucoup plus socio-culturelle. Et là, je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas comment on traduit ça en français. Being literate is always being literate for entry into a particular community
all group. Ça, c'est une citation de Ben Shaw dans les années en 2012. Donc, faut pas dire alphabète parce que ça me paraît un petit peu bizarre, mais avoir un bon niveau, un haut niveau de littératie, c'est de pouvoir d'avoir un niveau suffisant qui permet l'entrée dans une communauté ou un groupe particulier. Et ensuite, on a eu ce qu'on appelle le semiotic turn, donc le virage sémiotique dans les années 90 avec le New London Group. Et c'est là où on a commencé à entendre parler beaucoup de littératie multiple. Et là, pareil, hein, c'est vraiment un virage. On quitte un petit peu cette idée de littératie où c'est print and read, print, read and write, et ça devient beaucoup plus axé sur la multimodalité. Et being literate today means being literate across multiple modes. Donc là, on a le visuel, le gestuel, l'audio, tout ce qui concerne l'espace, etc. Et le digital turn, le virage numérique, en fait, combine les deux. Et être digitally literate, c'est beaucoup plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas uniquement savoir faire marcher l'outil, c'est vraiment être capable, en fait, de réaliser, et ça c'est l'une de mes étudiantes qui a écrit ça à plusieurs endroits, c'est vraiment être capable de réaliser les affordances de l'outil, mais pour construire du sens de manière nouvelle, hein, de pouvoir projeter de nouvelles identités et de pouvoir créer des relations dans des nouveaux espaces et faire les choses d'une façon différente. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect linguistique, enfin de linguistique appliquée. Et il y a énormément de définitions et celle dont je vais parler le plus, c'est parce que c'est celle qu'on a utilisée dans ce projet en Irlande, c'est celle de Dieudonné, Oakley et Pegram dans leur livre Digital Literacies, qui définissent, eux, les littératies numériques comme les compétences individuelles et sociales nécessaires pour interpréter, gérer, partager et créer du sens dans la gamme croissante de canaux de communication numérique. Alors, le problème, c'est que la relation entre littératie numérique, entre environnement numérique et apprentissage de la langue est quand même assez complexe. Alors, d'après certains auteurs comme Jones, utiliser une approche qui est vraiment centrée sur la notion de littératie numérique, si on utilise cette approche, l'apprentissage des langues, pour eux, c'est un moyen de faciliter la participation des apprenants à diverses pratiques sociales du monde réel en utilisant des informatiques. Ce n'est pas d'utiliser l'outil informatique pour apprendre les langues. Alors, Dieudonné, Oakley et Pegram, eux sont tout à fait d'accord avec cela, mais en même temps, leur position, c'est que l'outil numérique permet également de pouvoir enrichir l'apprentissage des langues. Donc, il y a en fait une relation bidirectionnelle entre le numérique, l'utilisation de la langue et l'apprentissage. Et donc, ils ont développé un autre modèle. Mais alors, en fait, eux, quand vous voyez la date, je crois que c'est surtout Mark Pegram qui, au niveau théorique, a développé ce modèle. C'était bien avant que les travaux de Dick Camp soient rendus publics et soient diffusés un petit peu partout. Mais eux, ils ont les compétences numériques ou les différentes littératies sont regroupées en 4 grands domaines. Alors, qui sont centrés sur un aspect particulier. Le premier, c'est tout ce qui concerne les compétences qui sont axées principalement sur le langage. Alors, je dis langage plutôt que langue parce que je veux ici parler non pas simplement de ce qui est écrit, imprimé, mais on a aussi texting, tout ce qui concerne l'hypertexte et les littératies visuelles, multimédia, et aussi la façon dont la langue est utilisée dans tout ce qui sont les jeux, mobile literacy, et c'est là où eux mettent tout ce qui concerne programming. Et vous voyez que dans ce tableau que j'ai reproduit de leur livre, en fait, ils ont un petit peu ordonné les différentes compétences selon un ordre qui est, d'après eux, de complexité croissante.
Information et données. Là, on a tagging et tout ce qui concerne search, donc faire des recherches d'informations et de données, pouvoir évaluer l'information que l'on retrouve, filtering, etc. Connexion, personal literacy, network literacy, etc. Et à la fin, remix literacy, c'est-à-dire on retrouve là aussi reprendre des contenus numériques qui ont déjà été partagés, etc., et faire quelque chose de nouveau pour le partager avec d'autres. Donc, j'ai essayé, mais de façon très rapide, de voir si on pouvait faire des correspondances entre l'approche du Denis Oakley et Pegram et celle de Decomp. Et en fait, bien que les catégories soient assez différentes, il est quand même relativement aisé de faire cette comparaison. Je vous laisse regarder ça un petit peu, pour vous laisser le temps d'absorber ça. Mais pour moi, ce qui me paraît important, c'est que dans l'approche plutôt de notre domaine, hein, de notre milieu, des linguistes et des linguistes appliqués, en plaçant la langue qui est vraiment comme étant au cœur du concept des littératies numériques, je pense que le modèle du Denis Oakley et Pegram va beaucoup plus loin que Decomp for Citizens, parce que le référentiel européen, si on n'utilise que ça, on peut très rapidement retomber. Il s'agit simplement d'utiliser l'outil et de peut-être évaluer certaines choses, mais c'est très facile d'oublier tout l'aspect socio-culturel, le fait que les littératies, ce sont en fait des pratiques sociales qui sont situées dans un espace déterminé, mais surtout aussi historiquement et culturellement. Donc, je vais terminer. Je n'ai aucune idée du temps. Donc, peut-être vous pouvez m'envoyer un message si je vais beaucoup trop loin. Alors, une fois qu'on a tous ces modèles, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une question qu'on s'est posée à plusieurs collègues en Irlande. Et on a formé un consortium qui comprend 6 universités. L'université de Limerick, the Limerick Institute of Technology, Mary Immaculate College. Et ça, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui forme des enseignants, essentiellement du primaire, mais aussi du secondaire. L'université de Galway, DCU, et Dublin Institute of Technology. Et nous étions financés par le National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning. Et ce que nous avons cherché à faire, c'est à développer un portail ou une plateforme qui proposerait des ressources, des activités à utiliser en classe pour les professeurs, des activités qui pouvaient être faites en self-access par les étudiants autour du thème de Digital Literacies. Et c'était vraiment, nous essayons vraiment de répondre aux besoins du secteur éducatif irlandais, surtout à l'enseignement supérieur, mais aussi à la formation des profs. Et nous étions donc vraiment concentrés sur les principes fondateurs étaient essentiellement que pour nous le contexte était vraiment primordial. Et l'un des gros problèmes en Irlande, c'est la transition, les différentes transitions. Les étudiants, les élèves ont énormément de problèmes quand ils sont en transit entre le passage de l'école secondaire à l'université. Parce qu'à l'école secondaire, ils sont tenus par la main, c'est ce qu'on appelle du spoon feeding, etc. Et à l'université, on leur demande d'être beaucoup plus autonomes. Transition entre l'université à la maison, l'université irlandaise, à la mobilité Erasmus ou autre, et aussi pour les enseignants, une transition entre l'enseignement traditionnel qu'ils ont connu en tant qu'élèves eux-mêmes
et puis les formations qu'ils ont eues, et maintenant enseigner dans des nouveaux environnements qui sont de plus en plus. Ouais. Donc, j'ai plus que 5 minutes, donc je vais me dépêcher. Oui, tout à fait. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons donc créé ce portail pour et nous nous adressions donc à deux publics cibles, les enseignants, soit en formation continue ou en formation initiale, et nos étudiants, dans 3 domaines, transition et contexte, littératie numérique, et puis apprendre à apprendre une langue et comment pratiquer des outils numériques. Et pour ces on a donc développé ensuite toute une série d'activités et de contenus de ressources en 6 langues. On travaillait pour l'allemand, l'irlandais, l'anglais langue étrangère, l'espagnol, le français et l'italien. Alors là, vous pouvez le regarder rapidement. Je ne sais pas qui est-ce qui joue avec les slides, là, mais enfin. Donc là, c'est une carte. On avait pris la métaphore du voyage pour aider les utilisateurs à naviguer le portail. Donc, vous avez en bleu toutes les activités et contenus qui concernent les littératies numériques, en orange les transitions et contextes, et en rouge apprendre à apprendre, donc les stratégies d'apprentissage et comment pratiquer la langue en utilisant des outils numériques. Voilà, Et en fait, donc la façon de développer ce qu'on a fait, on a développé des activités, des micro-tâches, mais aussi des ressources, du contenu pour chacun de ces domaines. Mais on a aussi fait en sorte de toujours faire référence à une autre section du site. Par exemple, si on prend Looking for Accommodation Abroad, donc la recherche d'un logement pendant une période de mobilité, qui est, pour nos Irlandais, c'est vraiment très important. On avait des informations, enfin des activités dans la section transition et contexte, mais également, ceci était ensuite relié à tout ce qui était recherche d'informations, comment évaluer un site. En Irlande, par exemple, il y a beaucoup de fraude. Il y a de nombreux étudiants étrangers qui vont sur des sites pour trouver un logement à Dublin. Ils pensent que ces sites sont de bonne foi. Ils payent des fortunes pour retenir un logement et quand ils arrivent à Dublin, ils s'aperçoivent que le logement a été loué à quelqu'un ou n'existe absolument pas. Et donc, on a également développé des macro-tâches qui permettent d'intégrer de manière consciente les 3 aspects. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Comme conclusion, je crois que tout ce qui est littératie numérique, c'est un domaine, enfin c'est un sujet vraiment en vogue, mais extrêmement important, notamment à une époque où il est très difficile, dans notre langue maternelle, et c'est encore plus difficile, je pense, dans une langue étrangère, de pouvoir repérer dans ce qui est dit, dans ce qui n'est pas dit. On ne sait plus ce qui est vrai quand on regarde tweet de Trump, par exemple, l'utilisation de l'anglais dans le monde en ce moment. On a Brexit, on a tous ces phénomènes sociopolitiques et autres qui font qu'il est très difficile de savoir où on est et ce que veut dire les choses. Donc, être littéraire, alors digital literate, on ne peut plus, à mon avis, faire séparer l'utilisation de la langue, son apprentissage et son utilisation dans ces espaces numériques. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir concevoir des environnements d'apprentissage qui permettent différentes entrées. Soit on entre par la langue et on en profite pour développer des littératies numériques, soit on commence par les littératies numériques et on en profite pour faire un travail de langue en profondeur, faire des recherches, par exemple, sur Internet. La langue est absolument indispensable. Quels sont les mots-clés qu'on va utiliser? Quel moteur de recherche on va utiliser suivant le contexte culturel et linguistique qui nous intéresse, etc. Donc, je vais m'arrêter là si vous avez des questions, parce qu'après, il faut que je parte assez vite aussi à une autre réunion. Donc, je vais m'arrêter là et je vais fermer mon micro pour pas qu'il y ait d'écho. Oui.
Merci beaucoup, Françoise Blin. Effectivement, vous m'avez signalé que vous avez rendez-vous juste après la présentation, donc on va prendre peut-être 5 minutes de questions de la salle, et puis vous pouvez choisir des questions en ligne qui vous paraissent intéressantes. Oui. Alors, Oui, on a 10 minutes, hein, en fait, là. Françoise, merci beaucoup pour cette présentation, pour toute la complexité en fait de la problématique que tu as soulevée. Et ce que je retiens en particulier, c'est le sens qui se dégage de tout ça, puisqu'en fait, à la fois les littératies, la langue étrangère sont étudiées ensemble, ce qui donne évidemment du sens aux apprentissages. Alors maintenant, par rapport au projet dans lequel vous êtes impliqué, est-ce que tu peux nous dire rapidement à quel stade vous en êtes et est-ce que les ressources développées dans le cadre de ce projet sont accessibles à la communauté au sens large et si oui, quand, à partir de quand, etc. Oui, alors le projet est terminé dans la mesure où le financement est arrêté. On n'a plus de financement, on a eu un financement pendant 18 mois. Donc, je ne sais pas si vous allez avoir accès au PDF parce que j'ai mis les liens pour qu'ils soient cliquables pour que vous puissiez y avoir accès. Le site, c'est facile, hein, c'est digilanguages.ie, digilanguages.ie. Et ce sont des tout est open resources, donc c'est pouvoir l'utiliser. Donc c'est fini au niveau officiel, mais on continue à travailler dessus. On a passé beaucoup plus de temps, je pense, à travailler sur le concept que sur la mise en forme. Donc c'est pas forcément très attractif au niveau interface, etc. C'est très compliqué parce qu'on essayait justement, on voulait permettre, on sait très bien que si on dit, je pense que c'est la même chose dans tous les pays, si on arrive et qu'on dit à tous les enseignants, oubliez tout ce que vous avez fait depuis de 30 ans, recommencez à zéro, ça va pas marcher. Donc l'idée, c'était de permettre, surtout aux profs, parce que les évaluateurs internationaux, très vite, quand ils surveillaient ce qu'on faisait, ou quand on avait des séances d'évaluation intérimaire, à chaque fois, ils nous disaient oubliez les apprenants, vous avez identifié un besoin énorme au niveau des enseignants, concentrez-vous là-dessus. Parce que et on était assez d'accord en fait. On était très ambitieux et on avait fait un très gros questionnaire et les besoins des enseignants et des étudiants étaient apparus et en plus ils ne correspondaient pas. Donc cette idée qu'il faut former les enseignants aux littératies numériques, ça me paraît fondamental. Donc, en gros, quand on arrive sur le site, on doit choisir si on veut y entrer en tant que prof certifié en service et donc au niveau de la formation continue, ou étudiant dans l'équivalent d'un master d'éducation, etc. Ou alors comme apprenant d'une des 6 langues que l'on fait. Donc déjà, il faut faire ce choix-là. Et après ça, surtout, mais c'est là où il y a le plus de choses, c'est au niveau des tâches. Donc tout est en libre accès. On a pris la décision au début parce que d'abord on n'avait pas les moyens de faire des sites dans toutes les langues. Donc toutes les tâches, toutes les notions, les concepts sont expliqués en anglais puisqu'on s'adressait essentiellement à un public irlandais. Mais ensuite, pas pour toutes les activités parce que ça marche pas forcément dans toutes les langues. On a des variantes qui sont applicables aux autres langues. Donc, les instructions de base sont en anglais, mais ensuite, on donne des ressources, par exemple, pour les activités sur la lecture hypertextuelle. Alors, l'hypertexte, c'est vrai qu'on n'en parle plus maintenant, mais c'est une littératie extrêmement importante parce que c'est une façon comprendre le rôle de l'hypertexte dans un texte permet aussi d'évaluer la fiabilité du texte. Si vous regardez les textes de l'ultra-droite, il y a très peu d'hypertexte, il y a très peu d'hyperliens. Les hyperliens, c'est une façon de justifier ce que l'on dit, etc., qui est très différente d'un essai ou d'une dissertation au type universitaire, etc. Donc c'est vraiment une littératie, c'est une pratique sociale et culturelle qui peut être différente d'un contexte à l'autre, qui est toujours très importante aujourd'hui. Donc, suivant ce que l'enseignant
veut faire, il peut choisir une tâche ou une autre, ou trouver des ressources, et c'est libre d'accès à tout le monde. Alors, comme on n'a plus de fonds, le mettre à jour, c'est un petit peu compliqué. Certains des membres du consortium envoient directement leurs étudiants sur le site. Ici, à DCU, on a adopté une autre approche, c'est-à-dire que on va adapter certaines activités que l'on recrée dans notre environnement d'apprentissage numérique pour que ce soit plus facile, parce que passer d'un site à l'autre, d'une plateforme à une autre, ça peut toujours être un petit peu compliqué. Donc, DJ Lang. On vient de poster le lien PDF que vous souhaitez. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Je pense que le site de Lille, il est... Voilà, très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres questions en salle? Oui. Très bien. Alors, merci beaucoup Françoise pour votre présentation et votre participation à ce double anniversaire de la revue ALSIC et du Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt. Merci. Merci beaucoup à vous et puis j'espère pouvoir revenir de temps en temps. J'ai beaucoup de réunions ces 2 jours, donc ça va être un petit peu difficile, surtout avec le décalage horaire. Mais merci à tous et à bientôt.